Alors Olivier, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Vincent. Bienvenue, on est heureux de vous accueillir dans Parlons Cash. On vous resitue, vous êtes le fondateur d'1, 2, 3 Venture, on en parlait précédemment et vous avez décidé il y a très peu de temps de repartir à l'aventure avec un autre projet entrepreneurial, Lendix. Pour ceux qui vous connaissent ou qui vous suivent ou qui se posent des questions, est-ce que vous êtes encore opérationnel chez 1, 2, 3 ? Non, je ne suis plus opérationnel chez 1, 2, 3 Venture. Je reste actionnaire et président du conseil de surveillance dans 1, 2, 3 Venture, mais aujourd'hui, je me consacre opérationnellement à Lendix. Bon, on ne peut pas faire deux choses bien à la fois en même temps. Les hommes, on ne sait pas faire ça normalement. Il paraît. Alors, Lendix, comment c'est né ? Alors, Lendix, vous vous rappelez Thomas, vous couvriez ça à l'époque, c'est né un peu comme 1, 2, 3 Venture. 1, 2, 3 Venture, à l'époque, on voulait démocratiser le private equity pour le rendre accessible aux particuliers. On voit aujourd'hui que c'est une réalité. Des gens comme Vincent peuvent faire des chroniques sur ce sujet-là. Ce n'était pas le cas il y a 14 ans. Et Lendix, c'est à peu près pareil. C'est une volonté de démocratiser une classe d'actifs qui est totalement nouvelle, non seulement pour les particuliers, mais également pour les institutionnels. C'est le prêt aux PME. Oui, et on est sur cette vague forte du crowdfunding qui se multiplie. Il y a presque une société nouvelle par jour qui se crée. Alors le crowdfunding, ça revêt plein de réalités très différentes. Il y a le don récompense, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding equity, et puis il y a finalement le crowdfunding sur lequel on se concentre nous, qui est le prêt. Sur le prêt, il y a un petit peu moins d'acteurs, mais il y en a aussi un certain nombre, et on veut vraiment faire du prêt. Sur le prêt et pas sur aussi l'equity, qui était plus le métier de fonds propres de 1, 2, 3 Venture. C'est vrai qu'on aurait pu nous attendre naturellement sur l'equity. La promesse de l'equity, c'est de rendre accessible le private equity aux particuliers. En même temps, c'est une promesse un peu galvaudée. Ça fait 14 ans qu'on le fait chez 1, 2, 3 Venture, on a 60 000 clients. Donc je préfère aller sur quelque chose qui était vraiment totalement neuf, le prêt. Et là, pour le coup, on est sûr que personne n'en a dans ses portefeuilles, et c'est un marché énorme. Alors, il y a une question qui nous est parvenue de Warren qui demande, oui, les Américains le font depuis 2006 et pas toujours avec succès. Est-ce que ça ne vous incite pas à la prudence ou en tout cas, est-ce que ça vous encourage malgré tout à y aller ? Alors, il faut savoir une chose, pourquoi ça ne commence qu'aujourd'hui en France ? C'est parce qu'il y a enfin un cadre réglementaire qui permet de le faire, ce qui n'était pas le cas avant. Les Américains, et je les remercie, ils ont essuyé tous les plâtres avant nous. C'est-à-dire que les premiers qui se sont lancés, les prospères, c'était quoi ? C'était juste des sites de petites annonces, genre Le Bon Coin, où on mettait prêteurs et emprunteurs en relation, et ça a été un bain de sang. Ça a été un bain de sang, ça a terminé. Prosper a été victime d'une class action parce que ça a très mal tourné. Et en fait, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce qui n'a pas fonctionné aux États-Unis, mais qui a été corrigé aux États-Unis et qui fait que c'est un véritable succès aujourd'hui là-bas. Alors, comment est-ce que vous, justement, vous protégez vous-même et puis les épargnants qui vous confieront de l'argent ? Le point fondamental, c'est que ces plateformes de prêt aux TPE-PME, elles ne mettent pas des dossiers qui leur arrivent tout simplement sur la plateforme. En fait, elles ont une obligation, une obligation en tout cas intellectuelle, de les sélectionner, de les noter pour que l'épargnant qui vient, que ce soit un épargnant privé ou un épargnant institutionnel, il achète du papier de qualité. Et ça, maintenant, les plateformes américaines l'ont complètement intégré. La première chose que monitorent tous les investisseurs, c'est le taux de défaut historique. Il n'y a que ça qui font que ces plateformes dureront dans le temps. Qui est-ce que vous visez comme clientèle ? Qui est-ce qui va finalement pouvoir investir au travers de ces vecteurs ? On vise tout le monde. On est vraiment plus qu'œcuménique, encore plus qu'en 2, 3 Venture, parce qu'en 2, 3 Venture, on ne visait que les particuliers, parce que les institutionnels étaient déjà occupés. Alors que là, dans cet univers du prêt, personne n'était équipé. C'était un monopole bancaire. Donc, quelle est la taille de ce marché ? 80 à 100 milliards d'euros par an, et personne n'y avait accès. Ce produit-là, il intéresse aussi bien l'investisseur privé de bien prévoir qui cherche une solution, une alternative à des livrets A qui rapportent 1%, ou pour faire la liaison avec ceux qui ont écouté la première partie, avec le patron de la compagnie d'assurance vie qui aujourd'hui a une OAT qui rapporte au-dessous d'1% selon les maturités. Et quel genre de ticket on pourra investir ? Ça commencera à là aussi œcuménique, de 100 euros à 100 millions, il n'y a pas de raison. Comme chez 1, 2, 3 Venture, on a chez 1, 2, 3 Venture des clients qui ont mis 100 euros, notre plus gros client privé a mis 100 millions. Et de l'autre côté, sur Lendix, ce sera exactement la même chose. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Nous, on se passe toujours du côté de l'épargnant. Ce qu'on trouve intéressant dans l'approche de Lendix aujourd'hui, et comme beaucoup d'autres acteurs sont en train d'apporter et de comprendre ça, c'est qu'il faut redonner du sens à l'épargne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Après, la question qu'on va se poser en tant qu'épargnant, c'est de savoir si, d'une part, est-ce que je serai tout seul face à mes lignes d'investissement, de quelle manière je vais pouvoir réellement ne pas me retrouver qu'avec des canards boiteux. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que ce n'est pas les dossiers que les banques ne veulent pas finalement ? C'est ça une des questions. Exactement. Comment je me passe en fait d'un professionnel ? Si je comprends bien, il y a quand même un accompagnement et ça, c'est rassurant.
Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je vais essayer d'en prendre quelques aspects. Le premier point qui est fondamental, c'est est-ce qu'on vous laisse tout seul avec les canards boiteux? La réponse est non. Le rôle, effectivement, je suis allé assez vite tout à l'heure, le rôle, il est d'abord de sélectionner, mais ensuite, il est de faire tout le service qui va autour, c'est-à-dire le recouvrement, le contentieux, le précontentieux. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura des canards boiteux? Bien évidemment qu'il y aura des canards boiteux. On n'est pas sur un placement qui est garanti en aucun cas. On va financer des PME. Sur ces PME, et on a cette expérience-là chez notre venture, il y a bien évidemment de la casse. Il y a des PME qui ne rembourseront pas leurs emprunts, c'est évident. Donc comment on va diminuer ce risque et faire que ce soit un risque, comme quand les banques prêtent de l'argent? Bien sûr que les banques ont également des mauvaises créances. Mais comment elles le tuent, ce risque? Elles le tuent par la diversification. Donc la clé sur ce métier, c'est de dire à l'épargnant qu'il vienne, qu'il soit institutionnel ou privé, c'est si c'est pour mettre 1 000 € et faire 3 prêts à des PME, gardez votre argent, laissez-le sur votre livret A, même si c'est très mal payé. En revanche, il faut financer sur 50 à 100 prêts, c'est ça l'objectif. Nous, on est sur un objectif de présenter 500 dossiers par an. Il faudra venir en prendre 20% de ces dossiers pour vous constituer un portefeuille qui tienne la route. Donc, c'est une centaine d'investissements qu'il faut panacher. Donc même si on met un ticket de 100 €, ça fait tout de suite 10 000 € à mobiliser. Exactement, mais on est sur des épargnants aujourd'hui qui ont des poches de liquidité qui sont très importantes et ils ne savent pas où les employer. Quand vous voyez le reflux qu'il y a eu sur le livret A, le reflux historique, 2,56 milliards d'euros, je crois, de mémoire, c'est historique. Donc cet argent-là, il a besoin de s'employer. Il a besoin de travailler. Combien il va rapporter cet argent-là en moyenne? Il y a un concurrent à Uniland, pour ne pas le citer, c'est souvent autour de 10% quand on va sur le site, ce qui est proposé. Alors on est un peu plus modeste en termes de performance visée. En même temps, on a cet historique que l'on a bâti dans tout le métier de la location, que l'on connaît bien. Nous, on est plutôt entre 4 et 8. Encore une fois, ce que l'on préfère avant le rendement, 4 et 8, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une promesse qui est très forte. Quand on compare un livret A qui est 1, c'est 4 à 8 fois plus. Et ça nous suffit largement parce que ce que l'on privilégie avant tout, c'est la sécurité. Donc on préfère avoir moins de casse, mais un rendement plus faible. Et ce qu'il faut regarder, et comme toujours, ce ne sera pas le rendement brut, ce sera le rendement net après le taux de casse. Vincent, est-ce que bien prévoir va recommander ça à ses clients? Alors oui, tout à fait. L'idée étant que, comme toujours, et on est dans un sujet de diversification aujourd'hui, c'était le maître mot de la deuxième partie de cette émission, c'est de se dire quelle proportion de mon patrimoine je peux réserver à ça, à ce type d'investissement. Donc nous, notre recommandation va être, comme on a pu le faire par exemple lorsqu'il y a des produits qui sont sortis sur le marché pour investir sur les murs d'hôtels, etc., c'est de démarrer avec des proportions qui restent limitées dans un premier temps, autour de 10%, 5-10%, un peu comme sur les FIP FCPI, quitte après, au fur et à mesure que les possibilités augmentent sur la plateforme, à investir des proportions plus importantes. Mais dans un premier temps, on restera, parce qu'on aura besoin de voir d'attendre pour voir d'une certaine manière, d'investir une proportion de l'ordre de 5 à 10% de son patrimoine éventuellement. Alors une autre question de Warren qui décidément est actif. Est-il raisonnable de proposer un return de 9%, alors on a dit entre 4 et 8 en l'occurrence, pour financer des PME sous-capitalisées alors que le taux sans risque plafonné est à 1,2%? Alors, il y a peu de PME qui se financent à 1,2%. Les grands groupes EDF se financent à ces taux-là, pas les PME. En fait, la valeur ajoutée pour les PME n'est pas tellement dans le taux, elle est ailleurs. Elle est dans la vitesse de prise de décision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il veut emprunter, il a une réponse souvent 3-4 mois après. Et l'opportunité, entre-temps, elle est passée. Ça, c'est la première chose. Là, c'est beaucoup plus rapide. C'est sous une quinzaine de jours qu'il peut avoir ses fonds disponibles. Ça n'a rien à voir. Et jusqu'à quel montant? Il y aura un plafond? Alors, nous, on vise encore une fois plutôt des petits emprunts entre 15 000 et 300 000 euros. Pourquoi des petits emprunts? Parce qu'on veut vraiment diversifier. C'est la clé, vous l'avez compris. La deuxième chose, pourquoi un chef d'entreprise accepte de payer un taux plus élevé, c'est que aussi il vient chercher un complément de financement que sa banque ne lui accorde pas. Souvent, les banques, vous arrivez avec une demande de financement de 100 000 euros, ils vont vous en accorder 80 000 et les 20 000 restants, il faut bien que vous les financiez malgré tout. Et puis, le dernier point qui est fondamental, c'est les conditions extra-financières. C'est-à-dire, autant il est normal. Garanties demandées? Alors, quand on va financer une clinique qui va acheter son bloc opératoire, demander une sûreté sur le bloc opératoire, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi une sûreté? C'est vous ne remboursez pas votre prêt, le bloc opératoire est à nous, c'est logique. En revanche, aller demander une caution personnelle, on trouve ça anormal. Et aujourd'hui, ce qui agace énormément de chefs d'entreprise, et je pense que beaucoup en ont fait l'expérience, c'est tout ce qu'on leur demande à côté et qu'ils ne veulent plus voir. Bon, apparemment, il y a un vrai marché là-dessus. Tout à fait. En tout cas, c'est une belle aventure qui démarre et on se fera un plaisir de l'accompagner. C'est gentil. À suivre. À suivre. Merci beaucoup, Olivier. Bon vent pour cette nouvelle aventure. Merci à vous. À bientôt, vous viendrez nous en reparler. Voilà, on a fini cet épisode, le 6e du nom de Parlons Cash. On se retrouve le mois prochain pour un Parlons Cash du mois de décembre.